spoiler ma conclusion, mais voilà, vous verrez, hein, vous verrez un petit peu ce que j'en pense à la fin. Alors, mon parcours est commence à être assez long, hélas, c'est le privilège de l'âge. J'ai commencé par une formation scientifique en informatique et en intelligence artificielle, donc dans la première partie des années 80, où l'intelligence artificielle était bien éloignée en termes de possibilités, hein, de ce qu'on maîtrisait aujourd'hui. Et puis, bon, quand j'ai terminé mes études, qui à l'époque étaient une maîtrise, hein, puisqu'on, voilà, dans les années 80, le bac plus 4, c'était un peu l'aboutissement. Je suis parti travailler à l'étranger, en milieu universitaire, donc en prenant en charge une responsabilité technique qui était donc la responsabilité informatique d'une structure interne à l'université, d'un service informatique, hein, qui venait de se créer pour déployer effectivement des outils. Donc, je situe un peu rapidement, hein, milieu des années 80, arrivée de la micro-informatique, début des réseaux locaux, hein, pas encore du grand Internet qu'on connaît aujourd'hui. J'ai eu la chance, dans ce contexte-là, en 87, de commencer à écrire mes premiers mails sur Internet, 64 caractères, pas de pièces jointes, pas d'accentuation et un seul destinataire, parce que j'avais la chance de travailler tout près d'un pôle de recherche connecté avec le CERN. Et donc, j'avais des accès effectivement à ces outils-là que je trouvais déjà magiques. Alors, on m'a proposé de faire un doctorat. Je n'étais pas du tout parti pour ça à la base. Et puis, bon, on m'a tellement bien vendu le truc que je l'ai fait en parallèle de mon activité. Et ce doctorat, je l'ai fait finalement sur un thème qui touche l'impact des TIC, parce qu'on parlait de TIC à l'époque, l'impact des TIC sur l'organisation et le management. Et donc, j'aurais dû inventer et déposer le terme de transformation numérique. Je serais peut-être riche et célèbre depuis. Hélas, je ne l'ai pas fait, mais ça veut dire que, voilà, en 90, lorsque j'ai obtenu ma thèse de doctorat, lorsque je l'ai soutenue, j'avais déjà mis un doigt dans l'engrenage de ces choses-là. Cette thèse m'a amené à des choses assez naturelles, c'est-à-dire faire de l'enseignement et de la recherche. Et de la recherche, alors, assez appliquée, hein, puisque ça correspond assez à ma nature. Donc, travailler, je vous en reparlerai en quelques mots, mais sur des groupes logiciels de gestion et leur impact finalement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Là-dessus, je suis rentré en France et donc dans une grande école de gestion qui est le SC Clermont. Et dans ce cadre-là, j'ai pris des responsabilités d'enseignement aussi, avec également notre pied dans le management de projets numériques et le management d'équipes, hein, associées, soit des équipes techniques ou des équipes pédagogiques. Et on verra tout à l'heure dans mon propos que quand on mène des projets de e-learning, hein, si j'emploie ce mot de manière un peu générique, on a besoin de multi-compétences, hein, et donc j'ai eu la chance de manager ces deux types d'équipes pour essayer de faire avancer effectivement l'établissement dans lequel je travaillais. Établissement dont on m'a proposé de prendre la direction pour la partie ESC, donc de 2006 à 2012, et également d'assurer un intérim de direction générale du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble des services. Ce que j'ai fait avec grand bonheur, en essayant là de beaucoup plus travailler sur la stratégie, hein, de l'établissement, et c'est une autre dimension effectivement dont je vous parlerai, c'est-à-dire on ne mène pas de réflexion sur la transformation digitale sans une vision stratégique d'ensemble, parce que sinon on va d'une certaine façon construire des îlots digitalisés, mais qui n'auront pas, hein, toute leur capacité d'interconnexion entre eux. Là-dessus, on m'a proposé de mener un gros projet super motivant qui était de travailler à la fusion de 5 établissements d'enseignement supérieur, représentant 11 sites physiques en France, plus un site physique en Chine. Ce qui m'a amené à prendre la direction de la transformation numérique et des systèmes d'information de cet établissement-là, donc qui comptait à peu près 650 à 700 salariés et puis à peu près 7000 étudiants.
donc répartis sur l'ensemble de ces sites. Et à la fin de cette mission, donc, j'ai fait le choix de créer ma propre structure qui s'appelle donc Unalom, où je mène finalement des missions d'accompagnement des PME, enfin PME, PMI, dans la logique donc de cette transformation digitale. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis aperçu de beaucoup de choses. C'est que l'informatique, hein, si je le résume ainsi, l'informatique, la dimension technique, c'est rarement le problème. Alors, ça peut ne pas fonctionner, hein, j'ai jamais dit que c'était parfait, mais finalement, vous faites les bons choix techniques, vous mettez le bon paquet de billets en face du bon choix technique, vous allez avoir une solution qui fonctionne très très bien. Donc, soit vous vous êtes trompé dans votre choix de technique, soit vous avez voulu acheter une solution au rabais et vous avez effectivement un truc qui marche moyennement. Mais si on a à peu près bien fait les choses dans la dimension technique en amont, la chose technique ne pose pas fondamentalement de problème, en tout cas pour ce type de sujet. Hein, on arrive à envoyer des sondes sur Mars qui seraient arrivées à peu près à faire des choses terrestres de niveau bien moins complexe. Et donc, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus, je vais le dire d'une façon humoristique, entre la chaise et le clavier. Hein. Et donc, voilà, réfléchissez vite entre qu'est-ce qu'il y a entre la chaise et le clavier, il y a l'humain. Il y a l'humain qui, très souvent, n'a pas la qualification, n'a pas compris, fait des petites boulettes hein, dans ses manipulations, ne partage pas le sens, ou on ne lui a pas suffisamment partagé ce sens. Et donc, j'ai essayé de faire porter l'accent, justement, dans les PME et dans les PMI, sur la compréhension de ce qu'il y avait à faire. Alors, pourquoi PME, PMI? Parce que les grands groupes, hein, on a Michelin ici à 5 km du lieu où je vous parle. Bon, Michelin, c'est un grand groupe. J'ai travaillé un peu en sous-traitance pour eux sur ce sujet, mais je veux dire, ils ont absolument pas besoin de moi. C'est pas moi en tant que tel, mais je veux dire, ils peuvent, quand ils veulent, faire appel à autant de consultants internes et externes qu'ils le souhaitent. Donc, c'est des entreprises, je ne dis pas que le problème est réglé chez elles, mais qui ont tous les moyens hein, de les régler. À l'inverse d'une PME et d'une PMI, où on sent bien que finalement le chef d'entreprise court partout hein, et il est au four et au moulin et il a peu de temps pour mettre sa casquette de stratège. Et faire de la transformation digitale, c'est aussi mettre une casquette de stratège à un moment. Hein, et par contre, il faut trouver le temps. Et puis, la deuxième limite du patron de PME et de PMI, c'est que généralement, il n'a pas de bras droit, il n'a pas de miroir, et donc il est dans une grande solitude intellectuelle. Hein, et donc, toute réflexion stratégique ne trouve pas finalement d'écho à laquelle il peut la confronter. Voilà. Et donc, je travaille principalement alors avec des méthodes de consulting, mais ce n'est pas par là que je commence. Je commence beaucoup plus avec des méthodes de coaching, qui sont des méthodes assez particulières, hein, où en gros, je ne dis pas au patron ce qu'il a besoin de faire, parce que ça serait ma vision, où je l'aide plutôt à accoucher de ce qu'il aurait envie de faire. Parce que son entreprise, généralement, c'est son bébé. Hein. Alors, soit c'est lui qui l'a créé, soit il l'a racheté, soit ça vient d'un héritage familial. Et donc, je préfère les laisser défricher hein, ce qu'ils aimeraient faire en les coachant sur les possibles, hein, en ouvrant un petit peu leur vision sur les possibilités. Voilà. Et une fois que le choix est fait hein, de la cible et qu'on a posé la vision, à ce moment-là, je tombe la casquette de coach et je prends la casquette du consultant pour essayer d'emmener hein, la réalisation de ce projet. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, parce que je n'ai jamais pu enlever un doigt de pied du monde de l'enseignement supérieur, que ce soit en formation initiale ou continue, parce que j'adore transmettre, effectivement. Je travaille désormais, donc j'ai quitté le SC Clermont hein, à partir de ce projet de fusion d'établissements qu'on m'avait confié. Et donc, je travaille depuis 2017 avec une structure qui s'appelle Sigma Clermont, hein, dont je vous ai déjà dit quelques mots, où je pilote un pôle transverse, c'est-à-dire un pôle de tout ce qui concerne les matières non techniques de l'ingénieur. Donc, management, marketing, communication, gestion, digital, voilà, tout ce qu'on peut, qualité.
éthique, responsabilité sociale, etc. Donc tous ces thèmes-là, hein, je ne les ai pas tous cités, mais tous ces thèmes-là, effectivement, sont dans ma sphère de pilotage et j'enseigne sur un certain nombre de ces thèmes-là moi-même parce que je les ai plus ou moins éprouvés, je les apprécie aussi particulièrement. Voilà pour cette première présentation. Alors avec, Bouchra les avait mis sur la fiche, donc je les ai repris dans ma présentation. Deux livres professionnels sérieux, je les appelle comme ça, que j'ai publiés en 2016 et 2017 de mémoire. La fabrique des hommes, c'est un regard un petit peu avec du recul sur notre système éducatif qui, selon moi, leur système éducatif, on va dire comparé à d'autres hein, au sein de l'Europe, mais avec quelques extensions aussi au-delà de l'Europe, l'objectif étant de comparer finalement les attentes de compétences des entreprises. Dans les entreprises, elles cherchent des gens agiles, elles cherchent des gens curieux, elles cherchent des gens créatifs, innovants, et qui soient capables de collaborer, de faire du coworking, de faire de la co-conception, de faire du donc de faire du ensemble, alors qu'on a un système éducatif qui finalement est très basé sur l'individu et d'une certaine manière assez largement élitiste, hein, c'est-à-dire où on se compare les uns par rapport aux autres dans une logique de classement, et donc où on n'apprend pas ni à coproduire quelque chose, ou assez rarement, hein, et pas toujours à développer non plus notre cerveau droit. Hein, donc, je vous rappellerai un certain nombre de travaux de psychologues connus, par exemple Howard Gardner. Donc, nous disposons hein, de 9 formes d'intelligence et nos systèmes éducatifs, hélas, n'en développent souvent que 2, hein, mathématiques-logiques et verbo-linguistiques, c'est-à-dire les maths et la langue du pays, éventuellement une deuxième langue, et toutes les autres formes d'intelligence qui pourraient aider à relever les défis de l'entreprise et de nos sociétés, donc pour l'instant ne sont pas trop présents hein, fait suite un petit peu à ça. Il consiste à dire que si on n'a pas été préparé à devoir apprendre alors à la santé, à des deuils, à des séparations, à tout un tas de choses. Et donc, on a un ensemble de transitions à mener dans nos vies privées et professionnelles. Et on a besoin hein, de cette agilité également pour les conquérir. Voilà, donc j'enchaîne donc un petit peu sur la même géographie ou le périmètre de temps, échelle de temps. Ce que je vais essayer de vous dire par la suite hein, va recouvrir un petit peu l'ensemble de mon expérience, c'est-à-dire oui, je suis prof, oui, j'ai enseigné, oui, j'ai piloté des projets informatiques, oui, j'ai fait de l'informatique. Et pour moi, il me paraît évident que tout ceci ne peut pas fonctionner en tranche de saucisson, hein, si je peux utiliser cette image. Alors, moi, je suis naturellement tombé dans toutes les tranches au fil de ma carrière et inévitablement, j'ai un regard assez systémique hein, qui permet d'assurer une continuité de mon raisonnement au travers de chacune des tranches. Voilà. Et je me suis aperçu, dans l'exercice de mes fonctions, que beaucoup de gens sont sur une tranche et ne comprennent pas la tranche d'à côté ou la tranche d'avant. Hein. Et ça, c'est un élément qui est un petit peu limitant quand on parle de projets qui sont largement transverses. Alors, j'ai eu la chance de fonctionner en milieu d'école de management plusieurs fois, et puis actuellement donc en école d'ingénieur attachée entre Lyon, Saint-Étienne et Clermont, donc sur différentes écoles de management, ce qui me permet aussi d'avoir plaisir à jouer, hein, si je peux le dire comme ça, parce que c'est un vrai plaisir, avec différents publics. Voilà. Public d'ingénieur qui est assez particulier, public de manager qui est différent, et puis avec leur déclinaison en formation initiale ou formation continue. Alors là-dedans, hein, c'est pas pour faire l'inventaire de toutes les choses que j'ai pu faire, mais j'ai piloté des projets TIC, j'ai mis en place en 97 le premier site web de l'école dans laquelle
laquelle je me trouvais, puis un intranet. Puis en 2001, après une expérience que j'avais faite en 2000, on a généralisé un premier outil de e-learning, alors qui était à l'époque à base de CD-ROM, ce qui n'était pas le truc le plus pratique, mais qui fonctionnait pas mal. Puis petit à petit, bon, on a installé du réseau, on a développé du réseau et des portails pédagogiques, voilà, et un ERP interne aussi. Un ERP, c'est Enterprise Resource Planning, un logiciel de gestion dédié finalement au pilotage de l'ensemble des fonctions, etc. C'est la première à laquelle on pense. Dans la période de 2012-2016, donc j'ai beaucoup plus travaillé sur une logique aussi de stratégie et donc d'accompagnement de cette stratégie. J'ai été amené à piloter ensemble. J'ai été sur le site en essayant d'avoir un plus 1 à 1 en fonction des questions et des problèmes à traiter. Ça m'a permis aussi de développer cette logique et cette compréhension que le management à distance impose de se connaître d'abord. Et ça, j'avais eu la chance de participer à un projet exécutif MBA avec HEC Paris à l'époque, qui m'avait fait comprendre qu'on ne pouvait pas démarrer une promo virtuelle sans la faire se rencontrer physiquement, parce que sinon l'effet promo, l'effet d'intégration, l'effet d'appartenance n'existait pas. Et donc, quand j'ai pris les fonctions sur cette période, ben, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour des 11 sites français. Alors, je ne suis pas allé tout de suite en Chine parce que c'était un peu compliqué et coûteux, on va dire, en temps. Mais j'ai fait le tour des 11 sites français pour prendre le temps de connaître mes équipes, de partager du temps avec eux. Et donc, le parallèle avec un projet pédagogique, c'est que faire travailler des élèves à distance, pour les emmener, c'est quand même bien mieux si on les connaît avant. Donc là, j'ai une grosse crainte sur la rentrée scolaire 2020, puisqu'on reçoit des directives alors, qui changent tous les matins donc, de notre ministère, qui nous dit en gros préparer 3 rentrées, une rentrée normale, une rentrée hybride et puis une rentrée 100% à distance. Alors pour mes élèves de 2e et de 3e année, je ne suis pas inquiet. Pour mes élèves entrant en première année, je ne sais pas comment je vais pouvoir mener un processus d'intégration avec des gens qu'on ne va pas rencontrer physiquement. Ça, c'est une de nos vraies inquiétudes aujourd'hui. Faire des cours à distance, ça ne sera pas la difficulté, mais faire des cours à distance sans s'être rencontré, sans s'être intégré, ça me semble être une limite assez importante. J'ai eu la chance de participer, alors non pas en tant que producteur du contenu, mais plutôt en tant que transformation numérique, à la fabrication de 2 MOOC qui ont été donc réalisés à partir d'un studio d'enregistrement sur une plateforme professionnelle ouverte, etc. Donc voilà, tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Ce qui m'a permis aussi de comprendre qu'il y a beaucoup plus de métiers dans la dimension du e-learning que ce qu'on veut bien en voir, en tout cas, de premier abord. Et ça m'a permis aussi de comprendre que la qualité des supports au sens technique, la qualité d'une vidéo, la qualité d'un affichage, la qualité de l'infographie, sont des composantes majeures du confort d'apprentissage et donc de la durée d'attention. Parce que quand vous êtes face à un support qui est pas très beau, pas très bien fait, un peu douloureux à lire ou à entendre, inévitablement vous vous fatiguez beaucoup plus vite que quand vous êtes face à quelque chose qui est esthétique, qui est fluide et qui déroule très agréablement. Donc voilà à peu près en 2 slides à la fois mon parcours et ce que ça m'a permis de construire et de comprendre en termes de dimension de ces solutions. Alors
la question à laquelle je suis censé essayer de répondre, en toute modestie. Alors, là, je botte pas en touche, pas tout de suite, j'attendrai un peu. Le dispositif de formation, pour moi, conditionne beaucoup de choses. Et il n'y a pas, de manière générale, un type de bonne pratique. Alors, qu'est-ce que c'est un dispositif de formation? Je vais vous décliner un petit peu ce que j'ai eu la chance de mettre en place en m'appuyant massivement sur des entreprises comme Cisco ou comme Orange, qui avaient à l'époque, on va dire, des solutions et technologiques et liées au monde de la télé, du télécontact, on va dire, qui était plutôt au top. Bon, même si depuis, ils ne sont plus les seuls à être présents sur ce domaine. Alors, première approche, c'est on peut mettre en place de la formation intercampus. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça? On peut avoir un intervenant dans un lieu physique et puis finalement faire de la captation vidéo et broadcaster de façon télévision quasiment ce qui a été capté sur un ensemble de sites distants. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir déployer quelque part parce qu'on avait une infrastructure réseau et des ponts de donc qui étaient robustes, on va dire, en termes de nombre de connexions et non pas comme on le fait là en passant par le domaine public dont on ne sait pas trop toujours ce qui peut effectivement connexion. Là, je suis chez moi, ma connexion avec ma box, ça peut s'effondrer peut-être dans 10 minutes et c'est totalement indépendant de ma volonté, de ma capacité. Donc là, on avait des installations qui étaient assez robustes et on a pu, par exemple, inviter dans notre studio, enfin notre local parisien, quelqu'un comme Monsieur Leclerc, qui est le patron de la chaîne hypermarché bien connue, quelqu'un comme le patron de Danone, voilà, qui faisait un déplacement sur un lieu pas très éloigné de son lieu de travail et qui se retrouvait tout d'un coup diffusé sur l'ensemble de la même population. Ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est un peu descendant, comme je suis un peu en train de faire là face à vous. Mais on avait effectivement, comme le permet aujourd'hui un outil comme Zoom, un chat pour remonter les questions. Et donc, inévitablement, avec un modérateur qui était là, je remercie Bouchra de jouer la modératrice en back-office. Vous voyez qu'il y a plein de métiers en réalité quand on fait ce travail-là, voilà, qui était là pour filtrer, structurer, regrouper les questions de manière à pouvoir les débattre le plus possible. Deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir comme possibilité de connexion dans des espaces de temps libre ou de discussion aux étudiants ou aux enseignants. Parce qu'un établissement de formation, certes, c'est un lieu où il y a des salles de cours, mais c'est aussi un lieu de vie. Et plus plus la notion d'école nous intéresse, plus il faut que cette dimension du Wi-Fi pour faciliter la connexion des étudiants et arriver même à segmenter le Wi-Fi selon la nature de ce que fait l'étudiant, c'est-à-dire s'il consulte du Netflix parce qu'il a envie de se détendre, à ce moment-là, on segmente ça sur un Wi-Fi, je vais dire, détente, divertissement. Et par contre, s'il est en train de consulter des documents scolaires parce qu'il est en train de travailler, finalement, dans un espace de détente, ça peut faire aussi. À ce moment-là, on le rebascule d'une manière totalement transparente sur un Wi-Fi pédagogique beaucoup plus robuste et il ne sera pas freiné par des gens qui regardent par exemple du Netflix. Troisième élément, c'est justement tous ces supports qu'on va pouvoir mettre en ligne de nature différente, des PDF, du PowerPoint, des QCM, que sais-je, donc de la vidéo. Donc, on va pouvoir donner en libre accès devant, depuis des devices, des terminaux très variables, donc l'ordinateur portable, la tablette, le smartphone qui rentrait là aussi. Donc,
avec toute cette difficulté, on n'est pas propriétaire en tant qu'établissement de ces appareils personnels. Donc, ça nécessite de mettre en place une politique de sécurité assez solide pour éviter des contaminations par des virus remontants, des intrusions ou autre chose, ou l'arrivée ou l'usage de ces infrastructures par des tiers qui ne font pas partie de l'institution. Donc voilà, ça impose d'avoir une politique de bring your own device qui est relativement structurée, encadrée, alors parfois un peu limitative, mais qui va quand même favoriser la qualité. On va avoir également tout ce qui va permettre aussi de faire de l'accompagnement d'étudiants et parfois même par ce biais-là aussi des soutenances dans un niveau de qualité et de confort beaucoup plus grand que face à la caméra de nos PC. Parce que quand quelqu'un effectivement travaille comme nous sommes en train de le faire là avec Zoom ou Teams ou d'autres outils de ce type-là, notre correspondant c'est un petit timbre-poste, donc on ne voit pas bien. On ne voit pas bien effectivement ses réactions, ses mimiques. Et vous savez que dans la communication, il y a le verbal, mais le verbal compte pour peu. Il y a également le non-verbal et le paraverbal, et donc qui comptent, eux, pour plus que la moitié. Et il est évident qu'on a besoin d'avoir un autre type d'installation beaucoup plus confortable qui s'apparente à un vrai studio de visioconférence où on va pouvoir se voir quasiment à taille réelle, comme si nous étions face à face dans une même salle. L'autre élément, c'est ce qu'on vit. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc c'est la classe distante avec des outils, des plateformes partagées, type celle qu'on utilise ce soir. Donc où on a un enseignant qui fait un cours, qui anime un cours, et puis des étudiants qui vont être présents, interagir. Alors, je ne vais pas vous apprendre votre métier de faire cours, je suppose que vous maîtrisez bien. C'est déjà pas facile, pas toujours simple de faire interagir des étudiants dans une salle en face à face. La difficulté à distance est encore plus grande. Et imaginez que vous n'ayez jamais rencontré ces étudiants avant de commencer votre cours, ça va être encore plus compliqué. Et ça, je vous ferai un petit retour de mes expériences de confinement Covid-19, où j'ai dû poursuivre des enseignements que j'avais déjà commencé en présentiel et où j'ai dû faire la totalité d'un module pour des étudiants que je n'avais encore jamais rencontrés en distanciel. Et effectivement, j'ai un taux d'interaction qui a été largement moins. Voilà. On a aussi, donc je vous parlais tout à l'heure du besoin de développer dans notre système éducatif le travail collaboratif et le coworking. Et le coworking, ça peut se faire comme sur cette image, alors des personnes autour d'une table, mais ça peut être aussi des personnes autour d'une table ici, connectées avec des personnes autour d'une table dans un autre lieu, et donc travailler par écran interposé à construire ou co-construire une solution. Donc ça, c'est des hybridations techniques qu'on va mener entre différentes solutions, mais l'objectif, c'est de préparer nos futurs professionnels à ce que les entreprises sont en train d'utiliser ou sont en train de déployer selon leur niveau d'avancement sur ces sujets, parce que ça valorise inévitablement la compétence de nos étudiants quand ils rentrent sur le marché du travail, s'ils ont déjà manipulé de telles solutions. Et puis, dernier élément que j'ai mis en place, c'est la dimension réseau social. Alors, ok, Facebook, machin, bon, ça c'est du public, et on raconte ce qu'on a envie dessus, on prend sa pizza en photographie et on la publie. Mais un réseau social d'entreprise, c'est finalement une plateforme collaborative interne. Vous avez aujourd'hui Microsoft qui délivre un produit qui s'appelle Yammer. Vous avez Workplace de Facebook qui fait sensiblement la même chose. Donc, dans le périmètre privé à caractère professionnel, des échanges, bien entendu, de l'entreprise. Alors, quel est l'intérêt de ça ?
L'intérêt déjà, c'est d'apprendre aux étudiants comment se comporter sur des réseaux sociaux professionnels, hein, parce que souvent, quand ils sont en stage au début, ben, il y a une petite perte de repère entre le monde connecté de leur vie personnelle et puis le monde connecté de la vie professionnelle. Hein. Ça peut transparaître aussi un petit peu dans la nature des messages, la manière de les rédiger, voilà, des messages un peu raccourcis, des messages rédigés un petit peu façon texto, hein, qui peuvent quand même être un peu percutant, hein, dans le monde professionnel. Voilà. Donc là, on a finalement cet outil qui est un apprentissage. Et dans le monde de l'entreprise, ça devient de plus en plus utilisé, justement pour déjà développer des profils. Donc tous ces outils offrent finalement une présentation de soi un peu façon LinkedIn, hein, c'est-à-dire quel est mon parcours, mes compétences, qu'est-ce que j'ai fait, sur quel projet j'ai déjà travaillé, etc. Et puis après, comme on peut le faire dans Facebook, hein, ou dans pas mal d'outils, on va créer des groupes. Et finalement, la notion de groupe, qu'est-ce que c'est? Un groupe égale un projet. Donc, toutes les personnes qui vont contribuer à un projet vont se retrouver inscrites dans un groupe, et donc ce groupe offre une zone d'échange, de communication, de stockage de documents. Donc, certains utilisent peut-être un autre outil qui s'appelle Slack, voilà, qui permet aussi de faire des choses collaboratives, hein, et d'accompagner des projets. On a de plus en plus besoin, hein, de ce type de choses, parce que inévitablement, les personnes avec qui on travaille ne sont pas forcément sur mon site de travail. Elles ne sont pas forcément sur le même fuseau horaire que moi, hein, et ça, je l'ai expérimenté grandeur nature, moi, dans mes expériences professionnelles. Et puis, derrière, le vrai problème de nos messageries aujourd'hui, c'est qu'on est un peu assailli d'emails. On n'a jamais été très discipliné, hein, dans la manière d'envoyer des emails, parce qu'on a toujours un peu tendance à mettre beaucoup trop de monde en copie. Et on ne sait jamais finalement quelle est la bonne dernière version de la pièce jointe sur laquelle il faut se baser. L'avantage de ces outils-là et de ces groupes projets, c'est que tout est dedans. Hein, c'est-à-dire qu'on va voir l'empilement des versions et que la dernière version, elle est en haut. Donc, si on a besoin de travailler sur la dernière version, c'est celle-là qu'on va ouvrir. Donc, on perd beaucoup moins de temps de recherche, où est-ce que j'ai rangé le document, etc. Et finalement, tout se retrouve stocké et directement à jour. Alors, ce paysage que je vous présente là, ce n'est pas pour vous dire il faut faire tout ça, hein, c'est pour vous dire, voilà une partie, hein, des possibles, avec des usages assez différents. Hein, et l'objectif, c'est aussi de permettre aux étudiants de se préparer à ce qu'ils vont trouver dans le monde de l'entreprise. Je suis désolé si vous entendez un bruit de ventilateur, c'est mon PC qui de temps en temps a des petites prises de chaleur et qui me fait des petites poussées de ventilation. Alors, donc, selon moi, hein, les pratiques sont indissociables de la nature du dispositif que vous allez mettre en place. Hein. Si vous mettez un réseau social d'entreprise dont je viens de parler, les pratiques, ce n'est pas les mêmes que si vous mettez en place une plateforme Moodle avec des supports de cours et des QCM à récupérer dedans. Hein, donc, on voit bien que la notion de bonne pratique, déjà, elle va être attachée, hein, à la nature du dispositif. Chaque brique du dispositif va apporter certaines contraintes, hein, de pratique, mais va aussi créer, ouvrir des possibilités, des facilitations que les autres n'ont pas. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que une des questions à se poser, c'est comment j'interagis, avec qui j'interagis. Et quand on dissèque un petit peu nos modes d'interaction pédagogique, on fait souvent du 1 à N, hein, le prof vers sa classe, mais on est assez vite aussi concerné par faire des discussions de classe, donc ce qui serait du N à N, ou par retrouver un étudiant après le cours parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris ou il veut poser des questions, et là on refait du 1 à 1. Donc si on transpose tout ça dans la distance, on va retrouver finalement les mêmes nécessités d'interaction, hein, soit 1 à 1, soit 1 à N, soit N à N. Et un même outil ne fait pas systématiquement, avec un bon confort, l'ensemble de ces possibilités. Donc, une des questions importantes aussi à traiter, c'est quelle est la nature
hein, et le nombre d'acteurs qu'il va falloir traiter. Si le nombre d'acteurs que l'on veut traiter est considérable, rien, j'imagine, hein, j'en ai pas fait récemment, mais il m'est arrivé un jour d'aller faire cours à la fac dans un amphi, il devait y avoir entre 300 et 400 personnes. Bon, par les 2 premiers rangs, l'interaction commence à devenir compliquée, quoi, hein. Donc là, on est plus dans un modèle à 1 vers n, en se disant que bon, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont poser des questions, mais enfin, si on a déjà une question, ça sera un véritable exploit. Donc, faire du digital à 1 vers 400 ou 600, la vraie question à se poser, c'est quel est le niveau d'interaction que j'attends, hein, donc, quel est le niveau d'interaction que j'attends pour… excusez-moi, quel est le niveau d'interaction que j'attends pour fonctionner de cette façon, et inévitablement, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à construire une vidéo qualitative, encapsulée et téléchargeable, hein, pour que les étudiants puissent la consulter en mode asynchrone, au rythme et au temps, hein, qui leur convient. Autre élément, oui, la nature, hein, de ces acteurs, parce qu'on a des populations à un moment donné qui ne sont pas toutes homogènes en termes de culture digitale. Hein, ça, c'est un paramètre qu'il faut à tout prix prendre en compte, que ce soit chez les étudiants, hein, parce qu'on a tendance à dire, ouais, ils sont tombés dedans, ils sont nés avec, oui, enfin, ouais, ils ne sont pas tous au même niveau d'aptitude. Ensuite, ils ne sont pas tous au même niveau d'équipement domestique, hein, donc nous on l'a vu, hein, et pourtant bon, nos étudiants globalement ne sont pas si mal équipés que ça. Bah, on a eu quelques étudiants qui n'avaient pas de PC dédié à la maison. Donc, faire du travail à distance, c'est compliqué, parce que quand en même temps les parents doivent utiliser le PC pour le boulot, le petit frère ou la petite sœur pour ses devoirs scolaires, et puis eux pour suivre des cours, ça coince, ça se complique inévitablement. Ensuite, il y a des questions malgré tout d'infrastructure et de débit, hein, selon où on se trouve physiquement. Donc le territoire français est pas mal équipé, mais on a encore quelques zones, je dirais pas blanches, mais blanc cassé, quoi, hein, où ça passe encore plutôt pas très bien, hein, donc, et qu'on parle d'ADSL ou qu'on parle de 4G, hein, on se retrouve dans des coins où on est un peu presque isolé du monde. Et quand votre lieu de résidence, quand vous êtes confiné dans votre lieu de résidence, c'est celui-là, ça peut également poser des problèmes. Donc, les urbains sont inévitablement souvent mieux servis parce que les agglomérations sont fibrées, mais ce n'est pas parce que l'agglomération est fibrée que tous les appartements d'un immeuble le sont. Donc là aussi, hein, il faut avoir ça en tête. Et puis, deux petits termes, 2 petites phrases en anglais. Keep it simple, je pense qu'il faut toujours essayer de faire simple. Simple, c'est-à-dire où l'usager ne va pas se poser pendant 3 minutes, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Où est-ce que je dois cliquer? Comment ça marche? Je ne comprends rien. C'est-à-dire que le but de l'usager, ce n'est pas d'apprendre à comment utiliser un outil, c'est avec l'outil apprendre, hein, ce qu'on a envie de lui faire apprendre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est phénoménal. Arriver à simplifier, hein, considérablement l'interface. Et donc aujourd'hui, on a des métiers, hein, qui sont des UX designers, c'est-à-dire des gens qui sont des dessinateurs, des designers d'interface graphique, pour arriver à simplifier au maximum un certain nombre de choses. Pour ceux qui ont connu l'informatique, ceux qui ont connu le DOS, avant qu'arrive Windows, donc les moins de 20 ans, les moins de 30, les moins de 40, vous ne pouvez pas connaître, c'était un système d'exploitation où il fallait commencer par apprendre à faire des commandes dans un langage particulier pour pouvoir commencer à faire quelque chose avec l'ordinateur. Bon, ça, aujourd'hui, ce type de barbarie n'est plus supportable, hein. Donc, il est effectivement nécessaire que les choses soient simples, soient fluides,
et de préférence que si on change d'outil, on n'ait pas tout réapprendre. Hein, si je passe du cours de Pradelier au cours de mon collègue Morin, ou au cours de ma collègue Elga Fourré, voilà, les boutons sont au même endroit, je n'ai pas tout réapprendre, donc c'est assez naturel. Je me promène dans un environnement qui est connu. Et deuxième élément, qui est un peu le corollaire de celui-là, c'est think design. C'est-à-dire que quand on conçoit, il faut se mettre dans la peau de l'utilisateur. Hein. Donc j'enseigne un petit peu les bases du design thinking aussi dans mon rôle management de mon école d'ingénieur. Design thinking, c'est finalement faire preuve d'empathie envers le client du produit que je suis en train de concevoir. Voilà. Donc, c'est pas comment moi je trouve ça sympa, c'est comment lui, il va trouver sympa depuis qui il est. Hein. L'exemple trivial que je prends souvent pour expliquer ça à mes étudiants, si vous êtes concepteur de salle de bain, vous avez peut-être dans votre salle d'exposition une salle de bain magnifique, hyper moderne, hyper design, mais si c'est un couple de personnes âgées de 75-80 ans qui rentrent, ce n'est pas de celle-là dont ils ont besoin, même si c'est la plus belle de votre exposition. Ils ont besoin d'une offre qui corresponde à leur âge, à leur mobilité, à leur risque de perte d'équilibre, à leur difficulté peut-être à enjamber une baignoire, etc. Donc, ça veut dire que l'offre que vous devez leur faire, ce n'est pas ce que vous préférez, ce qui est le plus beau, mais c'est ce qui va être le plus adapté à leur mode de fonctionnement. Voilà. Et ça, la pensée design, on doit l'utiliser dans la conception de nos solutions pédagogiques, qu'on parle de la dimension informatique de la solution ou qu'on parle de la dimension storyboard, scénarisation et découpage de l'avancée de contenu. Alors, je vais faire un petit passage un peu rapide, rassurez-vous, sur cette partie-là, qui est l'accélération du temps et la réduction de l'espace dans la période que l'on vit depuis à peu près 10 ans. Et tout ça qui est lié finalement à une innovation qui est continue. Si je reprends ce graphique, aux États-Unis, le téléphone a mis 50 ans pour conquérir 50 millions d'abonnés. Le bon vieux téléphone. Hein. Alors pourquoi ? Parce qu'il fallait planter des poteaux en bois, il fallait tirer des câbles entre ces poteaux, il fallait relier les villes, et les États-Unis, c'est un grand territoire aussi. Et puis, il fallait avoir des gens qui avaient envie de s'équiper. Hein. Quand vous êtes même riche et que vous êtes le premier à accéder au téléphone chez vous, vous appelez qui ? Hein, c'est un peu solitaire comme sport, quoi. Alors, de mémoire, j'ai perdu son nom, mais le premier équipé du téléphone des États-Unis en avait pris 2 exemplaires et donc il faisait des soirées où il invitait les gens à se parler de pièce à pièce, donc c'était assez sulfureux. Mais inévitablement, on se rend compte, et ça a été démontré par la suite, que la valeur d'un réseau augmente proportionnellement au carré de son nombre d'abonnés. Et pour que le téléphone décolle aux États-Unis, il a fallu à peu près 40 ans. Hein, et pendant 40 ans, ça a été très très long. Alors, pourquoi vous voyez que dans tout le reste, les choses se sont accélérées ? Parce que les réseaux étaient là, les réseaux étaient construits, on a fini, ce qu'on a inventé finalement vient s'appuyer sur des infrastructures existantes. Hein. Zoom est passé de quelques millions d'utilisateurs à, je ne sais plus, 150, 180 millions d'utilisateurs dans le monde en l'espace de 15 jours du début du confinement dans plein de pays. Voilà. S'il avait fallu attendre de tirer des poteaux avec d'enterrer de la fibre pour que Zoom puisse être diffusé, bon, on attendra encore. Hein. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une notion d'immédiateté qui n'était pas le cas dans les époques précédentes. Alors, j'ai ce graphique qui est assez intéressant aussi. Hein. Je reprends le téléphone fixe qui est ici. Hein. Donc, il est apparu au début de 1920 et finalement, ça a commencé à décoller presque en 1960. Hein, parce que y avait une masse finalement de gens abonnés qui commençaient à devenir valorisables. Hein, et on se rend compte que 70-80% ont été équipés pratiquement en 2010. Hein. Après, il n'y a pas de suite parce que c'est la téléphonie mobile qui a repris le relais. Hein. Donc, quand on voit cette courbe, on se dit, waouh, ça a pris du temps. Hein, et ça a pris du temps, et sous-entendu, ça a laissé le temps. C'est-à-dire, si votre, je sais pas, grand-père ou arrière-grand-père qui vivait en 1920 a raté la technologie du téléphone, c'est pas grave, son fils, 20 ans plus tard, pouvait s'y intéresser, et même si lui,
trouvait pas convaincu, son petit-fils pouvait encore décider de se l'approprier. Quand vous regardez à droite, hein, vous avez ici les vitesses d'appropriation des smartphones, des tablettes, hein, et donc des médias sociaux. On est quasiment sur des trends qui sont verticaux. Ce qui veut dire que si votre génération le rate, c'est définitif, quoi, hein. Donc, si votre entreprise ne prend pas le pas de cette solution-là, ou si un établissement d'enseignement quelconque, supérieur ou pas, ne prend pas un peu le pas de l'enseignement à distance, il n'y a pas un deuxième train qui passera pour le sauver, quoi, hein. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous dire là-dessus. Dans les générations précédentes, il y avait plusieurs trains qui pouvaient passer sans que ce soit problématique. Aujourd'hui, quand on rate une techno majeure, on l'a ratée, quoi. Voilà. Et les autres, ceux qui l'ont prise, eh ben, ils sont dans le train et ils se déplacent. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Autre élément aussi, hein, c'est alors ce qu'on appelle quatrième révolution industrielle. Bon, j'aime pas trop cette logique de révolution industrielle parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond, hein, que la logique de fabriquer, hein, quelque chose. De toute façon, la première révolution industrielle a été aussi une révolution sociale, puisqu'on a fait sortir des paysans de leurs champs pour les faire venir à la ville et travailler dans des usines. Donc, il y avait une dimension aussi sociale à cette première révolution. Aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle, c'est l'Internet des objets, c'est l'intelligence artificielle, c'est le cloud, c'est le big data, c'est-à-dire tout ce qu'on vit aujourd'hui qui va transformer nos entreprises, qui a déjà transformé nos entreprises, alors industrielles certes, mais aussi nos entreprises de services, hein, puisque quand on regarde le monde, effectivement, du service, et particulièrement les banques, on a par exemple N26, qui est une néobanque allemande, ou Orange Bank, hein, qui sont des banques sans guichet. Donc, ça veut dire, la vraie question aujourd'hui à se poser dans le business, quel que soit le business, c'est où est-ce qu'on ajoute de la valeur. Si on ajoute pas de valeur avec un guichet physique, hein, si vous passez par une plateforme pour avoir un rendez-vous sous 10 jours ou 15 jours avec votre conseiller bancaire que vous attendez alors que finalement il va vous raconter un truc que vous auriez pu apprendre si vous aviez eu une connexion directe sur ces informations, la valeur ajoutée elle est assez faible, hein. Et inévitablement, cette entreprise-là va se faire dépasser par quelqu'un qui saura offrir la valeur ajoutée à distance. Pourquoi beaucoup de librairies ont été tuées par Amazon? C'est parce que ces librairies n'avaient pas de valeur ajoutée. Moi, je connais quelques libraires sur Clermont-Ferrand, qui n'est pas une immense ville. Ceux-là ont résisté parce que quand vous allez les voir avec une question bien précise, d'une édition bien précise, d'un bouquin particulier, ils sont capables de vous trouver, ce qu'Amazon est incapable de faire. Par contre, tous les petits libraires qui étaient capables finalement de déballer des cartons de livres pour les mettre sur des étagères en attendant que quelqu'un vienne le prendre pour passer à la caisse, et ce qu'ils faisaient, c'était juste du négoce. Il n'y avait pas de valeur ajoutée, c'était juste je déballe et j'encaisse. Et ça, Amazon le fait très très bien parce que ça se fait depuis chez vous, à la prise de commande et jusqu'à la livraison. Donc voilà, et tous ceux qui vont résister à une dimension quatrième révolution brutale sont ceux qui auront une vraie valeur ajoutée qui n'est pas juste dans la dimension technique. Donc je ramène ça à nos métiers, hein, de l'enseignement. On ne peut pas juste tout mettre en ligne parce que notre valeur ajoutée n'est pas simplement dans la connaissance qu'on transfère. Elle est aussi dans l'accompagnement, elle est aussi dans la relation, elle est aussi dans le conseil qu'on va pouvoir donner, hein, dans cette espèce de mentorat qu'on a dans nos métiers respectifs, hein. Je ne vous renverrai pas au Cercle des poètes disparus, qui était un film extraordinaire par rapport à notre métier, mais c'est quand même un petit peu ça, hein. Donc, inévitablement, voilà, c'est matérialiser où se trouve notre valeur ajoutée et surtout ne pas la perdre en croyant que le digital est capable de tout régler. Il peut régler un certain nombre de choses, il peut transporter aussi notre valeur ajoutée, bien évidemment. Ce qui est intéressant, je ne vais pas vous passer les 4 époques, mais c'est la façon dont le temps et l'espace ont aussi été transformés, hein, sur un espace-temps qui est assez court, hein, même pas 200 ans. Donc on est passé d'un acteur majeur qui était le paysan parce que c'est lui qui produisait et
faisait finalement l'alimentation qui servait à nourrir le peuple, à l'ouvrier, qui est devenu celui qui a produit les biens manufacturés de consommation, de grande consommation et de confort. Et puis, c'est l'entrepreneur et le salarié qui ont pris le relais. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux citoyens, à l'entrepreneur innovant, aux start-upers, aux travailleurs nomades, c'est-à-dire de nouvelles populations. Et pourquoi tout ça est arrivé? Parce qu'il y a ce fameux acronyme de ATAWADAC, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content, c'est-à-dire je peux travailler depuis n'importe où, sur n'importe quel contenu, n'importe quand, avec n'importe quel terminal. Voilà. Donc ça veut dire que ça me donne une puissance quasiment d'ubiquité que le paysan n'avait pas. Le paysan, il vivait au rythme des saisons. Si la récolte était mauvaise, il en avait pour besoin attendre peut-être une bonne récolte. L'ouvrier a travaillé sur des cycles plus courts et aujourd'hui, on travaille sur une notion quasi d'immédiateté. Ce qui veut dire que dans nos métiers, et je fais le lien là aussi, on a une sollicitation de nos apprenants qui est beaucoup plus directe et qui attend moins, qui est moins patiente de recevoir une réponse. Donc ça veut dire que ça nous sollicite plus et ça nous mobilise plus en termes de degré de réactivité. Donc les médias qu'on manipule ont un degré de réactivité qui est clairement supérieur à lorsqu'on s'envoyait des courriers en papier. Voilà. Et donc, c'est un élément qui n'est pas neutre, c'est comment j'intègre dans la charge de travail d'un enseignant-chercheur le degré de réactivité dont la plateforme pédagogique en ligne doit être pourvue, sachant qu'il n'a pas que ça à faire non plus, il a aussi des recherches à mener et des travaux scientifiques à publier. Voilà, donc comment trouver des bons compromis à ce niveau-là. Et puis, dernier point, et ça, la crise qu'on traverse nous l'a confirmé, on vit dans un monde, alors VUCA c'est l'acronyme anglais de volatile, incertain, complexe et ambigu, parce que tout bouge de plus en plus vite et on prend conscience qu'on ne maîtrise pas forcément tout, qu'on n'a pas forcément toutes les réponses à tout. Et il ne faut surtout pas attendre d'avoir le 100% de la bonne réponse pour essayer d'avancer. Dans le monde du digital, si vous faites ça, vous n'avancerez jamais. Parce que si vous attendez 6 mois pour savoir si la solution que vous expérimentez est vraiment la bonne, dans 6 mois, il y en a une autre qui sera sortie et vous allez recommencer à vous dire mais alors est-ce que ce n'est pas celle-là? Donc à un moment, il faut y aller en se disant que oui, la solution qu'on installe, elle sera dépassée rapidement. Mais si vous attendez d'avoir celle qui ne sera jamais dépassée, vous ne ferez jamais rien parce que celle-là n'existera jamais. Donc on avance par progression. Ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir finalement cet objectif global, où est-ce qu'on veut emmener l'institution dans sa globalité, où est-ce qu'on veut emmener l'établissement. Et donc le but, c'est pas de faire des expérimentations désordonnées un peu partout, c'est de se dire, voilà, on veut emmener l'institution, donc vision stratégique, on veut emmener l'institution d'enseignement via le digital à tel niveau. On va construire un plan quinquennal glissant, parce qu'en moins de 5 ans, on ne fait rien dans ce domaine-là. De toute façon, il est glissant parce que les choses se transforment et changent, donc il faut aussi s'adapter. Et donc, tous les projets, toutes les demandes devront venir finalement se greffer et intégrer cette vision collective. Alors, donc je fais le lien avec la nécessité de poser cette vision systémique et globale pour un établissement d'enseignement, puisque les bonnes pratiques, finalement, ne peuvent découler de quelque chose qui prend en compte la globalité d'un dispositif. Quand je raisonne sur la transformation digitale, excusez-moi, finalement, j'ai plusieurs dimensions. J'ai une dimension de qualité, donc ça c'est véritablement important parce que j'en ai besoin pour atteindre des objectifs, qualité des produits de formation que je mets en ligne, et puis d'une certaine manière qualité de ces produits sur la qualité de formation et la qualité des compétences acquises par mes étudiants. Donc, c'est un peu une cascade. Il y a également toute la dimension de culture digitale avec les acteurs qui vont être les parties
de ce projet, de ce grand projet pédagogique de transformation digitale. Et quand je parle de transformation digitale, il y a le front office, hein, c'est-à-dire ce que voit mon étudiant et avec quoi il joue pour apprendre des choses, d'accord, ce que fabrique mon enseignant, hein, pour que mon étudiant puisse jouer avec ça. Mais il y a aussi tout ce qui est back-office. Hein, et ça, c'est mon expérience ERP et l'établissement d'enseignement supérieur qui me l'a révélé. On ne peut pas avoir une école qui fonctionnerait à deux vitesses, hein, avec un e-learning plutôt sympathique et puis des procédures pour établir un certificat de scolarité qui daterait du Moyen-Âge. Vous imaginez votre banque qui vous permettrait finalement de faire des paiements en ligne, mais par contre, vous ne permettrait pas d'éditer un relevé, quoi. Donc, voilà, on doit bien avancer, hein, sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise, école, faculté, peu importe son statut, d'une manière qui soit homogène. Et de fait, avancer sur un niveau de culture homogène de l'ensemble, hein, des participants. Que l'on parle des enseignants, des étudiants, du personnel administratif, des intervenants extérieurs, hein, donc de tous ceux qui peuvent venir contribuer à un moment à ça. Je ne sais pas comment vous rédigez vos conventions de stage aujourd'hui. Bon, nous, on a mis en place depuis 2 ans une plateforme sur laquelle l'entreprise qui prend en stage ou en alternance notre élève vient remplir elle-même. Hein, donc, on lui envoie le lien, elle vient remplir, elle complète tous les éléments qui la concernent. L'étudiant remplit lui-même tous les éléments qui le concernent. Et puis, le service des relations entreprises chez nous, qui joue ce rôle de relais, affecte un enseignant qui devient le tuteur de cette mission en entreprise. Voilà, et tout ceci se fait au travers d'une plateforme. Hein. Donc, il y a encore seulement 2 ans, on faisait ça en envoyant du papier et en faisant tourner du papier. Bon, on s'est rendu compte qu'on perdait un temps fou, qu'on tuait un peu des forêts aussi un petit peu pour rien, et qu'on avait des frais de timbre aussi qui restaient élevés pour une efficacité qui était quand même très, très limitée. Voilà. Donc la culture digitale, c'est pas juste au niveau de quelques personnes, c'est faire monter en compétences digitales, hein, l'ensemble des parties prenantes, hein, de votre institution. Il y a le choix des outils, hein, sur lequel on a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas m'étendre tout de suite dessus. La nature des contenus, hein, qu'on va vouloir déployer. Donc, est-ce qu'on veut des contenus interactifs? Est-ce qu'on veut faire du synchrone, de l'asynchrone, etc. Et puis, la pédagogie, hein, qu'on veut essayer de mettre en place. Est-ce que je fais une pédagogie descendante? Est-ce que je fais une pédagogie interactive? Est-ce que je fais une pédagogie avec les pairs, hein, ce qu'on trouve beaucoup au niveau des MOOC. Voilà, donc comment je vais essayer d'organiser aussi cette pédagogie et de fait les éléments que je vais mobiliser là-dedans. Alors, quand on descend un peu dans le dessin, hein, de tout ça, vous voyez que ma fleur se complète et se complexifie assez vite. Alors, je vais reprendre chaque grande pétale séparément, mais quand je vous parle finalement de cohérence d'ensemble d'un système, c'est la robustesse de tout ça. Hein, si vous avez fait un super travail de structuration pédagogique de votre contenu, mais que l'outil technique ne tient pas, ça va être frustrant pour tout le monde. Et le prof qui aura fait ça une fois, il ne va pas le faire deux, quoi. Alors, ça va dire, attends, la dernière fois, je me suis pris la tête pendant des semaines pour me structurer mon cours, l'amener, créer des séquences, etc., etc. Et puis, quand on dépasse X étudiants connectés, il y a tout qui foire. Non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, hein, sont interreliés, hein, si on veut mener à bien le projet. Alors, là-dessus, si je prends la dimension, hein, culture digitale, on se rend compte qu'il y a les enseignants, il y a les étudiants, bien entendu, les services administratifs, hein, et finalement, il y a aussi une culture qui doit être créée au niveau de la direction de l'établissement. Alors, Lionel, oui, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce possible d'arrêter le ventilateur en ce moment? Et je peux pas l'arrêter. Et non, parce que alors, je vais essayer de m'éloigner de la machine. Je suis vraiment désolé. Il a des petites crises de chauffe. Alors, ça, c'est un constat. C'est n'acheter jamais une machine trop fine et trop légère avec un processeur trop puissant dedans. Voilà, parce que la conclusion, c'est que ça se ventile beaucoup trop. Alors, oui,
la stratégie d'établissement, elle se fait au niveau de la direction, hein, ce qui est assez logique. Et ça, c'est mon expérience d'accompagnement des PME et des PMI qui m'a fait comprendre ça. Il faut rendre la direction de l'établissement, alors ça peut être une personne, ça peut être un comité de direction, peu importe, visionnaire, hein, sur ces sujets. Souvent, ces projets-là sont vus comme des projets qui coûtent. Le but, c'est pas que ça coûte. On voit bien sur la question de la santé. La santé, ça a été vu pendant des années comme un truc qui coûte, oui, sauf que quand il y a une pandémie, c'est pas un truc qui coûte, c'est un truc qu'il faut à tout prix que ça marche. Donc, le digital dans l'éducation, dans une entreprise, bien sûr que ça va générer des dépenses, mais ça va générer d'autres modes de fonctionnement. Et donc, il y a nécessité de projeter une vision pour la direction des entreprises et des établissements concernés qui prennent en compte finalement ce qu'elle a envie de faire. Hein, c'est-à-dire quel est l'établissement qu'elle veut projeter à 5 à 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important et qui doit se faire non pas juste sur un coup de tête, mais qui doit être discuté, qui doit être conçu, qui doit faire l'objet de consultations différentes, hein, pour se nourrir, hein, d'éléments extérieurs et internes aussi, pour arriver à définir quel va être le plan stratégique sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, accessoirement, bien évidemment, la brique fondamentale, hein, de toute digitalisation, c'est le RP. Imaginez Amazon, s'il n'y avait pas de RP, impossible de gérer la commande, impossible de gérer la logistique. Imaginez un établissement d'enseignement supérieur, s'il n'y a pas derrière un ERP pour structurer les classes, les groupes, les bulletins de notes, les remontées de notes, etc., s'il faut tout ressaisir X fois, c'est ingérable. Enfin, c'est ingérable, c'est frustrant. Hein, ça peut être géré, mais à quel prix et pour quelle frustration. Du côté des outils, plein de questions à se poser. La question à la fois du choix des plateformes, hein, et des outils qu'on va retenir. Est-ce qu'on prend du Zoom? Est-ce qu'on prend du Teams? Est-ce qu'on prend du Moodle? Est-ce qu'on prend d'autres choses, du 360 Learning ou d'autres éléments? Donc, ce n'est pas le choix de produit qui manque, hein, ça c'est presque trop le choix. Mais il va falloir choisir. Alors, pourquoi je dis il va falloir choisir? Parce que j'en reviens à cette logique de design thinking. Hein, si on laisse chaque enseignant choisir l'outil qu'il a envie d'utiliser, ça veut dire qu'un étudiant qui a 10 enseignants, il peut se retrouver potentiellement avec 10 outils. Et là, en termes d'ergonomie, de fluidité, de temps d'appropriation, on n'est pas bon. Hein, donc, inévitablement, il faut essayer de mener des choix qui seront des choix communs une fois qu'ils auront été actés. L'autre élément dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, c'est l'accessibilité par des supports différents. On a tous compris au travers de nos usages que la technique d'affichage, donc le code d'affichage associé, n'est pas le même selon qu'on se connecte avec un PC et un navigateur classique ou un smartphone ou une tablette. Donc ça veut dire que dans nos choix de plateforme, il faut essayer d'utiliser des outils qui sont passe-partout, hein, donc responsive design en l'occurrence, et qui vont être supportés par la plupart des appareils courants qu'on peut trouver sur le marché. Quand on va utiliser les machines de nos étudiants, c'est-à-dire une politique de Bring Your Own Device, il faut arriver à identifier l'appareil. Parce que se connecter avec un login et un mot de passe, ça identifie un utilisateur, mais il faut pouvoir identifier l'appareil aussi pour sécuriser, hein, pour avoir une double sécurisation de la connexion. Sachant que tout ce qui transite en plus, hein, ça c'est des aspects législatifs, alors en France, en Europe, je suppose qu'au Maroc, on a à peu près les mêmes, tout ce qui transite par les réseaux d'un établissement d'enseignement supérieur rentre sous la responsabilité de cet établissement. C'est-à-dire que si quelqu'un, par un device non reconnu, tenait des propos homophobes, racistes, tout ce qu'on peut imaginer à partir de plateformes propriétaires et grâce à un réseau local de l'établissement, le seul moyen juridique pour l'institution de se dégager, c'est d'arriver à remonter, hein, la liste des logins et
pas simplement des logs au sens nom d'utilisateur, mot de passe, parce que ça a pu être emprunté, mais aussi login d'identifiant machine. Voilà. Donc là, il y a quelques aspects juridiques aussi, malgré tout, là derrière. L'utilisation de réseaux publics ou de réseaux privés. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le réseau public, on est assez vite dessus, mais on n'est absolument pas maître de ce qui peut se passer dessus. Hein, s'il y a une surcharge de ces réseaux, ça veut dire qu'on va avoir une perte de qualité de débit. Voilà. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre je fais du réseau privé, sous-entendu, je loue de la tuyauterie de manière privée à des opérateurs de télécommunications, hein, pour interconnecter, par exemple, des sites différents de mes établissements. Et puis, à un moment donné, bien évidemment, si j'ai besoin d'aller sur Internet, l'Internet, ça devient du public, donc j'achète une belle connexion d'accès à Internet, mais je sais bien qu'après, je vais tomber sur les routeurs et les serveurs, hein, de domaine d'Internet. Autre élément aussi, c'est la partie des logiciels, hein, que vous allez manipuler. Donc là, encore une fois, alors il y a des logiciels qui sont spécifiques, hein, un logiciel d'analyse statistique, ça reste un logiciel d'analyse statistique, mais voilà, si vous arrivez à l'intérieur d'un même établissement à normaliser les outils que vous allez utiliser au travers de vos différentes pratiques pédagogiques, c'est un confort supplémentaire pour vos étudiants, et puis c'est souvent aussi une facture de nombre de licences nécessaires et de nombre de produits nécessaires que vous allez pouvoir réduire. Hein. Alors, pour avoir vécu ça, c'est toujours des longues discussions entre les enseignants favorables au produit X et ceux qui ne jurent que par le produit Y. Donc c'est très très compliqué d'arriver à mettre effectivement différentes populations utilisatrices d'un produit d'accord sur, on bascule sur un seul des deux, mais globalement il y a quand même un coût à la sortie, hein, de tous ces projets qu'il va falloir gérer dans un budget qui n'est jamais limité. Troisième point, les contenus. Donc, ces contenus vont dépendre aussi de la façon dont vous pouvez diffuser. Première logique, c'est est-ce que vous fonctionnez en synchrone ou en asynchrone. Donc, est-ce que vous avez des contenus plus rédigés parce que c'est asynchrone ou des contenus moins rédigés parce que c'est votre commentaire qui va accompagner la diffusion du support, hein. Est-ce que dans ces contenus, vous travaillez sur un savoir, vous travaillez sur un savoir-faire, et là, j'attire votre attention selon la nature de vos enseignements. Moi, je le vois dans le management, on peut passer beaucoup de choses en e-learning sur du savoir-faire. Mes collègues qui apprennent à démonter un moteur physiquement, ça en e-learning, on ne fait pas, hein, tout de suite. Alors si, on est en train de regarder comment on pourrait monter ça pour l'année prochaine en réalité virtuelle et réalité augmentée. Parce que ces technologies arrivent aujourd'hui, mais quand on dit ça en même temps, on ne parle plus du même débit, on ne parle plus des mêmes objets, hein, c'est des casques de réalité virtuelle dont il va falloir équiper les étudiants. Enfin, on se rend bien compte qu'on rentre un peu dans une autre dimension, mais qui est le futur qui va exister de manière assez large, entre 5 et 10 ans. Hein, donc ça veut dire aussi, selon la nature du savoir et du savoir-faire que vous voulez, enfin surtout le savoir-faire que vous voulez déployer, vous pouvez tomber sur une difficulté du non-transposable en digital. Est-ce qu'on fonctionne juste avec une logique de fichiers et de quiz, hein? Alors là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Je pense que si beaucoup de gens utilisent la visioconférence, un étudiant qui va se retrouver avec un document à lire, ça va peut-être lui faire plaisir à un moment, hein, parce qu'il aura tellement bouffé de visioconférence dans la journée que se poser en train de lire un truc tranquillement, ça va peut-être même lui faire du bien, hein. Donc voilà, la question, c'est comprendre aussi ce que font mes collègues dans leurs matières respectives, hein, pour arriver globalement à avoir une variante, hein, des pratiques. Bon, après, il y a la nature, hein, au sens data, hein, de ce qu'on va stocker comme contenu, donc texte, audio, vidéo et applications, hein.
ce qui nécessite aussi des espaces de stockage et de sauvegarde associés. Et puis, contribution des pairs. Hein, donc ça, pour avoir monté un MOOC et pour en avoir suivi moi-même une petite douzaine, la logique, c'est comment on utilise les apprenants entre eux pour coproduire finalement une partie de la séquence pédagogique. Donc, quand vous suivez des MOOC dans lesquels sont inscrits 10, 12, 15 000 personnes, vous doutez sans doute que ce n'est pas le prof qui corrige les 12 000 travaux. Donc, il y a une logique de correction par les pairs. Alors, la correction par les pairs, on peut se dire, oulala, ouais, mais comment un étudiant va pouvoir corriger un étudiant? Ça, c'est la réaction primaire du prof que j'étais. Je me dis que finalement, dans un acte de correction, si on explique bien le protocole de correction, l'acte de correction est encore un acte d'apprentissage. Parce que si je dois expliquer pourquoi je ne valide pas telle partie de la copie de mon collègue, ça veut dire que moi, j'ai progressé sur la compréhension du truc. Donc, vous voyez qu'on peut aller très très loin dans la logique entre pairs. Et en allant loin aussi dans l'apprentissage, on va aller aussi loin dans la logique collaborative et coopérative, ce qui est quelque chose de très important. Hein, je vais vous en parler par rapport à ce qu'attendent nos entreprises aujourd'hui en matière de compétences. Toujours sur, alors au-delà des contenus de la pédagogie, hein, donc je fais le lien avec les pairs, donc comment on les utilise, hein, comment on les mobilise, ou alors est-ce qu'on ne les mobilise pas du tout. On est face à des jeunes qui acceptent d'être mobilisés. Hein. C'est une génération qui est largement connectée, qui est participative, qui est collaborative, qui, de par tous les outils qu'elle a manipulés depuis très longtemps, aujourd'hui se rend compte que le monde peut quand même être fait de collaboration. Donc voilà, ils sont dans cette dynamique-là et on peut l'exploiter. Moi, je sais, ça m'arrive de l'exploiter sur certains de mes cours. C'est largement plaisant, hein, globalement. Comment on anime, hein, ça c'est un point qui est important parce que inévitablement, là je vous fais une conférence, je n'anime pas. Hein. C'est assez descendant, hein, c'est assez de 1 à N. Donc, ça veut dire comment je peux animer quelque chose avec un groupe hein, qui pourrait être un groupe généralement réduit, parce que l'animation, ça va être de l'interaction, ça va être des prises de parole. Or, vous voyez bien qu'en visioconférence, quand il y en a un qui prend la parole et un deuxième qui sait en même temps, on ne sait plus qui est en train de parler, qui va parler, on se gêne, etc. Donc, alors, il y a une petite politique de main levée et autres, mais on perd un peu en spontanéité aussi. Voilà, donc il y a un vrai travail à faire sur comment je veux animer et en fonction de ça, quelle est la taille de l'échantillon que je peux supporter en face. Hein, parce que vous n'animerez pas un échantillon de 100, c'est pas possible. Hein, moi, dans mes expériences, 20, 25, c'est bien, à 30, ça commence à coincer, à 40, c'est plus possible. Hein, donc on sent bien que là-dessus, les protocoles d'animation vont conditionner aussi la taille des groupes. La brique de l'évaluation et de l'analytics, alors c'est un peu la brique compliquée ça, parce que l'évaluation en ligne reste un sujet complexe. Hein, alors, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, à la fois pour des raisons d'équité, de sécurité, administrative ou juridique, selon les cas en plus. Voilà, donc ça c'est un élément qui nous contraint. L'analytics, c'est tout finalement ce qu'on va pouvoir remonter de la plateforme en termes de temps de connexion passé par l'étudiant sur la plateforme, de modules consultés, de résultats validés à tel QCM, machin, etc. Donc l'analytics, il faut très bien expliquer une chose aux étudiants, c'est que c'est pas fait pour les fliquer. Même si on a tendance à l'utiliser pour séparer ceux qui ont bossé de ceux qui n'ont pas bossé. Bon. Je crois qu'il faut expliquer aux étudiants qu'on est là pour voir leur progression. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de mettre tout en ligne et dire à l'étudiant fais le truc et puis je te flique derrière. C'est d'utiliser l'analytics pour justement mieux accompagner les étudiants, hein, voir ceux qui ont flanché à un QCM ou à un test intermédiaire, voir ceux qui ne se connectent pas. Hein, nous, ça nous a permis de voir des décrocheurs. Hein, quand on a été en confinement, ça nous a permis de voir qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas connectés. Donc voilà pourquoi ils avaient décroché. Donc ce qu'on a fait, on a pris notre téléphone, on les a appelés individuellement après l'autre.
en disant qu'est-ce qui se passe, machin. Alors là-dedans, il y a à peu près tous les cas de figure, je ne vais pas vous les énumérer, hein, mais voilà, le but, c'est de gérer, de coacher véritablement notre population apprenante grâce à ce que ces analytics vont nous remonter. Une partie importante aussi de la pédagogie, me semble-t-il, et ça, enfin, les différentes expériences le confirment, hein, on ne peut pas ne pas faire de blended learning. Blended learning, c'est alternance de temps physique et de temps distant. Alors, je mets de côté le confinement qui nous a imposé des choses, on n'avait pas d'autre choix, mais le blended est impératif, hein, parce que on se passe des choses en direct quand on est dans une salle de classe et on crée du lien social dont on a tous besoin. Et puis après, on peut travailler à distance grâce à ce lien social et peut-être même à des rythmes différents entre les différents étudiants. Donc ça veut dire que la structure de votre pédagogie doit quand même intégrer un petit peu des temps de présence et des temps à distance. Alors, je vais dire, dans une disposition qui n'est pas forcément volumétrique en tant que telle, hein, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais qui est pour moi plutôt géométrique. Une période de démarrage en face à face, une période au milieu où on se retrouve et une période à la fin où on fait la synthèse. Voilà. Entre ces trois moments physiques, on peut faire du digital et finalement le blended, c'est tout ce qu'on appelle le phygital, hein, dans la digitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire mélanger du contact physique et du contact digital au travers de canaux différents. Et puis, une question qui n'est pas neutre aussi, hein, à qui on parle? Est-ce qu'on parle à des gens qui sont full-time, c'est-à-dire des étudiants qui sont présents tous les jours, ou à des apprenants qui sont part-time, parce qu'ils sont apprentis, alternants, hein, une partie en entreprise, une partie à l'école, ou parce qu'ils sont dans un protocole d'executive education, c'est-à-dire ils viennent 2-3 jours par semaine, ou par mois, pardon, pas par semaine, mais par mois, dans un établissement de formation pour suivre une certification ou un parcours particulier. Donc ça aussi, ça va conditionner. Hein. Et comment on peut être facilitateur par rapport à ces outils? Mon expérience HEC en exécutive à ce niveau-là, hein, je vous la résume très très vite, c'est ne démarrer jamais une formation avec un groupe 100% à distance. Il faut d'abord qu'ils se connaissent pour que la notion d'identité de groupe, hein, et d'intégration de ce groupe et donc d'esprit d'école indirectement, hein, puisse naître. Voilà, et donc un dernier point sur la qualité, hein, donc robustesse des outils et des réseaux, fluidité des applications, hein, facilité, donc design thinking qu'on retrouve là, intégration des outils, hein, c'est-à-dire que quand j'ai un groupe classe qui est constitué au niveau de la planification dans l'ERP côté scolarité, ce groupe classe, je peux le programmer dans une réunion Zoom par exemple, ou comme ayant accès à telle partie de Moodle dans la plateforme pour tel module de cours. Voilà. L'intégration, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de ressaisir des noms, des adresses mail, des mots de passe, des trucs à tous les étages, parce qu'on y perd notre temps, ça n'a strictement aucune valeur et c'est source d'erreur et de démotivation. Alors, les pistes, hein, c'est un peu le sujet et la conclusion vers laquelle j'arrive. Je pense, alors c'est peut-être ma génération qui dit ça, qu'on peut lire un livre sans problème pendant 2 heures. Voilà. On ne va pas pouvoir écouter une vidéo pédagogique pendant 2 heures. Alors, pendant 2 heures, quand je lis un livre, j'ai des variations d'attention. Hein, donc ça, c'est effectivement, il y a peut-être des passages que je vais lire et je vais arriver en bas de ma page, zut, je ne sais plus ce que j'ai lu et je relis. Bon. Quand c'est une vidéo, c'est peut-être difficile de la rembobiner. Et puis alors quand c'est quelqu'un qui vous parle depuis 2 heures, il ne va pas falloir que je dure 2 heures d'ailleurs, sinon vous serez tous endormis. C'est finalement, vous ne pouvez pas rembobiner, hein, quelque chose qui se passe en Zoom pour dire ouais, j'ai raté les 3 dernières minutes, je ne sais plus ce qu'il a dit. Bon. Alors je m'appuie là-dessus sur une technique qui s'appelle Pomodoro technique. Pomodoro, c'est retenez simplement, c'est le petit minuteur en forme d'automate pour faire la cuisine. Donc on a, alors c'est un peu plus que le poisson rouge, hein. Le poisson rouge c'est le tour de bocal, donc nous c'est 20 minutes d'attention, le temps de concentration maximum, c'est-à-dire vraiment concentré. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut partir de ça pour la structuration de nos séquences pédagogiques. Vous avez tous vu des TEDx, un TEDx c'est maximum 18 minutes. Voilà. Bon,
ce n'est pas le hasard, c'est juste qu'à 20 minutes, on sait qu'il n'y a plus personne qui écoutera dans la salle. Donc, 20 minutes, c'est vraiment un temps maximum. Alors, ça ne veut pas dire que l'étudiant, au bout de 20 minutes, il s'en va et il va se promener. Non, ça veut dire que la séquence, elle dure 20 minutes et après, on a une soupape, peu importe laquelle, avant de commencer une autre séquence de 20 minutes, hein, maximum. Donc ça, alors, deuxième phénomène, si vous avez suivi un certain nombre de MOOC, il y a 5 ans, les séquences vidéo dans les MOOC étaient entre 12 et 15 minutes. Aujourd'hui, le temps d'une séquence vidéo dans un MOOC, c'est entre 4 et 8 minutes. Alors, je ne sais pas si on se rapproche du poisson rouge de plus en plus, mais ça veut dire que notre temps d'attention, parce qu'on a de plus en plus de sources d'interruption qui nous animent aussi, notre temps d'attention est peut-être en train de décroître. Alors, il faut lutter, bien entendu, contre ça, mais il ne faut pas lutter stérilement. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que quand on regarde quelque chose qui est censé nous apprendre une connaissance, un savoir-faire, au bout de 5 minutes, on est en train de se dire mais ok, mais où ils vont en venir? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impatience qui se met en place derrière. Et cette forme d'impatience génère finalement un sentiment de longueur et va enchaîner peut-être sur une déconcentration. Donc, dans une période de 20 minutes, il va falloir peut-être alterner 2 ou 3 objets de durée plus courte qui vont s'enchaîner assez directement, mais voilà, avec du mouvement. Ce que je n'ai pas fait avec vous depuis le début, je vous le concède. Donc, ça c'est important d'arriver à l'avoir en tête. C'est dans la partie design thinking, finalement, je me mets dans la peau de l'apprenant. Comment je peux au mieux rendre les choses agréables pour lui. Et plus ça va être agréable, plus son attention sera soutenue. Et plus vite il apprendra et mieux il apprendra. Voilà. Donc, dans ces séquences qu'on va alterner peut-être dans des périodes de 20 minutes, ça peut être une vidéo, plus un texte, plus un quiz, plus une petite demande de contribution, de rédaction de quelque chose. Voilà. Et donc, on va essayer de varier les plaisirs de manière à garder actif, participatif, dans toutes les dimensions qu'on peut mobiliser en termes intellectuels de l'apprentissage. Alors, là aussi, selon vos apprentis, vos apprenants, plus exactement, bon, il peut y avoir des variantes. Un apprenant de niveau post-bac n'aura pas la même discipline qu'un apprenant de niveau bac plus 5. Donc, en bac plus 1, bac plus 5, on ne fonctionne pas de la même façon. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. La nature des outils, je crois qu'il y a des messages importants là-dessus. Un enseignant, et là je vous parle de ma propre expérience, n'est pas spontanément prédisposé à faire cours à une caméra vidéo. Alors, on s'habitue à beaucoup de choses, mais au début, on est maladroit. Au début, on n'est pas à l'aise. Au début, on n'a pas de feedback et ça nous manque énormément. Donc, tous ces éléments-là, c'est un apprentissage aussi pour nous dans nos métiers d'enseignant. Et c'est un apprentissage qui peut être fait par des mises en situation avec un studio, un entraînement, par se voir aussi. Alors ça, je vous rassure, je fais beaucoup de développement personnel par ailleurs et de coaching. On ne s'aime jamais en vidéo, ni en termes d'image, ni en termes de voix. Donc, si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave, c'est juste normal. Voilà, c'est comme vous. Mais globalement, on ne vous demande pas de vous aimer, on vous demande d'être à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, parce que parler à une caméra, c'est déplaisant, je suis le premier à vous le dire, ça veut dire qu'en face de vous, celui qui va vous regarder et qui va vous écouter, aura moins de plaisir que si vous étiez à l'aise. Donc ça veut dire sur votre intonation, éventuellement votre gestuelle, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la qualité des studios d'enregistrement vidéo, ça peut faire beaucoup pour la qualité de votre produit pédagogique. De la même façon, une vidéo qui n'est pas qualitative, l'image, le son, la lisibilité des éléments partagés, elle ne va pas donner envie. Donc, ça va encore accélérer le sentiment de déconcentration.
Si les outils sont lents, si ce n'est pas ergonomique, là, voilà, ça ne va pas engager le public à se dire bah, tiens, je fais une séquence de plus ce soir, c'est bon, ça me plaît, voilà, je continue. Le travail entre les pairs, bon, on en a un petit peu perçu, hein, on en a un petit peu parlé, pardon. Souvent, il est perçu comme quelque chose bon, qui est dégradant, ou qui dégraderait le niveau scolaire ou académique du cours. Je pensais ça, sincèrement, je pensais ça au début. Et puis, un peu par la force des choses, sur un échantillon très important que j'ai dû gérer, bah, je me suis rendu compte finalement que ça marche plutôt bien. Et au travers des MOOC que j'ai moi-même suivis, bah, je me suis rendu compte que des gens qui ont corrigé mes travaux et le temps que j'ai passé à corriger les travaux d'autres pairs, c'est des vrais exercices qui apportent beaucoup et qui en plus créent du lien avec l'autre apprenant parce que finalement on va interagir. Non, bah, tiens, bah, là tu m'as marqué ça, mais j'ai pas très bien compris, tu fais référence à quoi, etc. Donc on développe la notion de communauté apprenante, hein, ce qui est pas neutre, parce que bah, nos écoles, nos établissements de formation sont aussi des communautés. Hein, je vous parlais tout à l'heure de lieu de vie. Dans un lieu de vie, on ne vit pas de manière séparatiste, hein, on vit en communauté. Hein, donc la communauté apprenante, ça a vraiment un sens dans nos métiers. Si on n'implique pas les pairs, on risque un peu d'être, voilà, j'emploie ce terme de garderie pédagogique, alors c'est un peu brutal et dur, hein, mais de dire bah, finalement, oui, on met les élèves à travailler entre eux, et puis bon, on ne les mobilise pas, on ne les fait pas participer, on les laisse travailler dans leur coin. Bon, on a un peu un sentiment de garderie pédagogique hein, qui n'est pas forcément des plus appréciés. Un projet, c'est une approche qui va être multidisciplinaire et qui va nécessiter une équipe souvent multidisciplinaire. Il peut y avoir un enseignant ou des enseignants. Moi, le module qui avait été fait sur le design thinking, on avait construit à plusieurs enseignants hein, la scénarisation. Moi, j'avais participé sur une petite partie qui était l'UX design, c'est-à-dire le design d'interface graphique utilisateur, puisque c'est le domaine que je maîtrisais. Et puis, bon, il y en avait plein d'autres qui avaient participé à d'autres degrés. Donc, il y a un travail de co-construction entre enseignants. Ensuite, il y a tout un ensemble de métiers ou de compétences qui peuvent venir, qui sont nécessaires en relais. Le scénariste. Hein, vous pouvez avoir un très bon roman, mais un très bon roman, Netflix ne va pas en faire une série. Entre les deux, entre votre roman et la série Netflix, il va y avoir un scénariste qui va découper votre roman en scènes. Et une scène, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va être dit, hein, donc les dialogues ou montrés, ce que vous pouvez projeter, et puis le décor de la scène, hein, donc le cadre dans lequel on va travailler. Donc la scénarisation, c'est finalement le découpage de votre roman en modules, en séquences, en granularité de connaissances, avec tout le décor nécessaire hein, à chacune de ces scènes qui vont s'enchaîner hein, dans la logique, effectivement, de ce que vous voulez démontrer. À la suite de ça, on a un certain nombre de métiers techniques. Alors, des métiers de l'informatique assez classiques, hein, des gens qui vont installer des applications, qui vont poser des ordinateurs, des serveurs, qui vont faire des sauvegardes, etc. Très, très classique. De l'infographie, hein, parce que, je vous l'ai dit, quand c'est beau, fluide, agréable, sympathique, bah, ça donne plus envie. Hein, donc, il ne faut surtout pas se priver de ça. Et puis, des techniciens du monde de l'audiovisuel, hein, prise de son, prise d'image, gestion des éclairages aussi, hein, parce qu'un intervenant qui est capté en vidéo, qui est à contre-jour, qui est mal éclairé, etc., bah, ça ne fera jamais une belle vidéo. Hein, ça fera une vidéo, hein, mais ça ne fera jamais une belle vidéo. Le montage de ces séquences, parce que bah, quand vous ferez votre enregistrement, vous allez cafouiller, vous allez dire une boulette, vous allez vous tromper, donc il va falloir faire des cut and paste un peu partout. C'est un métier, hein, le montage vidéo là aussi. Et puis l'optimisation du fichier vidéo, parce que si cet élément vidéo part dans des tuyaux, plus il est léger, plus il partira bien, et mieux il sera stocké sur une plateforme, et moins il prendra de place. Donc ça aussi, c'est une technicité un peu particulière. Il y a l'animateur principal. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'animateur principal? C'est l'enseignant qui sera vu hein, par les élèves, entendu, si ce n'est que de l'audio. Hein.
On peut être plusieurs à construire, mais il n'y en a peut-être qu'un, à un moment donné, qui va prendre la parole. Et puis, par contre, en back-office de cet enseignant principal, il y a une équipe d'animation, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, ça peut être les autres enseignants, ça peut être des assistants pédagogiques, peu importe, qui vont être là pour interagir sur les chats, sur les forums, pour répondre aux questions des étudiants, parce qu'il faut que ça vive. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc, vous voyez que dans un projet ambitieux, on ne peut pas dire je fais tout seul, même si, c'est la dernière remarque de ce slide, une personne peut jouer plusieurs rôles. Inévitablement, un enseignant peut construire tout seul. Une fois qu'il a compris comment on passe du roman à la série Netflix, il peut écrire lui-même le scénario. Voilà, il peut faire certaines choses au niveau du traitement, de l'enregistrement vidéo, du montage vidéo, parce que, faut aussi se l'avouer, mon métier, c'est pas les studios d'Hollywood non plus. On n'a pas tous les personnels disponibles en permanence juste pour nous. Donc voilà, on est un peu obligé aussi de faire par nous-mêmes et d'avoir un système D. Mais quand on construit un projet cohérent d'établissement, surtout si l'établissement a une taille respectable, on peut peut-être s'offrir ces multi-compétences et les partager intelligemment. Donc voilà, je vous livre ça parce que j'avais eu cette chance de pouvoir le constituer à la taille de cette fusion d'établissements, ce que je n'aurais jamais pu faire sur un seul établissement avant qu'il fusionne dans cet ensemble. Alors, autre question sensible dont j'ai longtemps débattu avec les enseignants, et je ne vous donnerai pas de réponse, mais je vous donne des critères pour essayer de trouver vos réponses, parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. C'est comment on comptabilise l'unité d'enseignement quand on fait l'enseignement en ligne. Quand on fait une heure de cours, elle est au planning, c'est facile à comptabiliser. Le cours a eu lieu, hop, on coche la case, le cours a eu lieu, hop, on compte une heure. Voilà. Ça peut être une heure de cours magistral, une heure de TD, une heure de TP. Bon, ça va. Après, il y a la cuisine, on va dire, académique. Mais c'est pas compliqué à compter. Jusque-là, c'était simple. Quand on va faire une heure en ligne, comment on compte? Est-ce qu'on compte juste l'heure qui se passe connectée? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de toutes les questions qui arrivent après? Qu'est-ce qu'on fait de toute la préparation, sous-entendu la scénarisation, tout ce que je viens de vous raconter avant? La pré-production. Il y a la pré-production, il y a la post-production, comme au cinéma. Donc, comment on va comptabiliser ces choses-là? Est-ce que si je fais un cours en ligne pour 10 personnes, mon investissement est le même que si mon cours en ligne est pour 100 personnes? On sent bien qu'il y a une unité d'œuvre à la volumétrie aussi. Parce qu'un enseignant qui finalement fait un cours à 2 groupes de 50 en face à face, il va faire 2 fois 1 heure, alors que s'il fait un cours une fois en ligne pour 100 personnes, il fait une seule heure. Il va se dire, je vais me donner plus de peine et en plus, je suis perdant dans la comptabilité de ma charge de travail. Donc, le but, ce n'est pas que des enseignants soient perdants, sinon on sait bien comment ça va finir. Il n'y aura pas d'adhésion. Ça, je l'ai vécu et j'ai mené des négociations dans cette logique-là pour faire en sorte que tout le monde sorte gagnant-gagnant. L'apprenant doit être gagnant par la flexibilité du système, l'institution doit être gagnante par la modernité qu'apporte le système digital dans la pédagogie, et puis peut-être par un nouveau mode d'amortissement des locaux physiques, parce que imaginez qu'une école soit contrainte par les locaux à n'avoir que, je dis un chiffre en l'air, 500 étudiants, si elle fait la moitié de ses cours à distance, ça veut dire que la moitié du temps, ces 500 étudiants ne sont pas là, donc elle peut doubler son effectif en réalité. Donc, vous voyez que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Et la vraie question, c'est comment on fait converger les intérêts des uns avec les intérêts des autres pour avoir des solutions qui soient pertinentes. Et c'est bien là que je vous dis, la question de ces sujets-là, c'est une question qui est globale et systémique. Si on prend juste un point d'entrée, ça n'est absolument pas suffisant. Également, donc, je ne vais pas vous redétailler tout le travail que peut faire ou doit faire un enseignant quand il travaille à distance, apporter du soutien aux étudiants, la mesure des analytics, etc. Donc, que vaut réellement tout ça? Comment comptabiliser aussi la charge de l'étudiant? Parce qu'un étudiant qui vient physiquement à l'école, on sait dire qu'il a suivi X heures. On est un peu plus flou déjà sur le temps de travail à côté.
Alors, il y a le temps de travail supposé par l'enseignant responsable de la matière, il y a le temps de travail réel que l'étudiant va y passer, et on est un peu dans un flou. Or, on se rend compte que nos étudiants peuvent travailler à côté, peuvent être alternants et donc avoir une partie d'activité professionnelle en même temps que leur formation, et peuvent être aussi des professionnels dans un parcours exec. Donc on ne peut pas non plus surcharger le bateau sans savoir finalement la quantité de travail qu'on va leur demander à côté de la présence connectée sur une plateforme. Troisième élément, dernier élément de ce slide, c'est comment limiter les décrochages. Parce qu'un enseignant un peu expérimenté, à un moment, il va très probablement s'apercevoir qu'un étudiant est plus très attentif, que ça fait 2 cours qu'il ne vient pas, il y a ce protocole administratif, faire un signalement à la scolarité, enfin peu importe, mais l'idée étant d'éviter que le gamin gâche sa scolarité. Bon. Quand on est à distance, on voit beaucoup moins de choses. Donc là aussi, il y a des vraies questions qui vont se poser, surtout quand on vit des périodes comme celle du confinement ou d'isolement, on rajoute de situations de stress qui ne favorisent pas la motivation peut-être à se concentrer. Autre élément sur lequel aussi je veux attirer un peu votre attention, l'évaluation, c'est toujours un sujet délicat, quelle que soit la matière. Le à distance complique. Donc, il y a le risque de triche qui va augmenter, parce qu'on peut avoir quelqu'un planqué sous la table qui va souffler les bonnes réponses, ou l'étudiant qui fait son quiz et puis qui a un autre PC connecté à côté sur Google pour chercher les réponses. Donc, voilà, toutes les sources de triche peuvent... Ils sont créatifs, nos étudiants. Nous l'étions quand nous étions étudiants aussi. C'est pour ça qu'on est capable de détecter des choses. Donc, inévitablement, il y a un risque de triche qui est compliqué à évacuer. Il y a un risque d'inéquité aussi, parce que tout le monde n'a pas le même degré d'équipement et la même qualité de connexion. Donc, évaluer à distance, par exemple, temps limité sur un QCM de manière à ce que l'étudiant ne puisse pas chercher ailleurs. Si un étudiant a un plantage de connexion, que sa machine est plus lente, que ça marche moins bien, il est défavorisé, inévitablement. C'est difficile de mesurer, de garantir les conditions d'évaluation à distance. Comment êtes-vous sûr que si vous mettez, j'en sais rien, un examen de comptabilité financière, finalement, le papa de l'étudiant qui est de l'autre côté de l'écran, que personne ne voit, qui est directeur financier, et puis en même temps, il lui souffle toutes les réponses. Voilà, donc on sent bien que garantir l'égalité et la qualité de cette évaluation reste quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a des matières qui nécessitent de faire ça physiquement sur une machine, et à distance, pour l'instant, on ne sait pas. On peut faire un QCM en temps limité. Bon, c'est des solutions qu'on a mises en place, sachant qu'un étudiant qui avait une rupture, il avait accès à un deuxième QCM dans la foulée, il y aura une demi-journée qui suivait. On a trouvé des solutions de remplacement. On est passé de travaux, on est revenu assez largement sur des rapports, alors qu'on en faisait nettement moins, en constitution d'un rapport de synthèse sur un sujet. Alors qu'on avait abandonné un peu ce travail dans un certain nombre de matières parce qu'on travaillait plus par des séquences de contrôle continu, de face à face, avec des présentations interactives, etc. Donc là, on est un peu plus arrivé à remettre en lice les rapports. Et puis, on est arrivé aussi à utiliser quelque chose qui marche bien dans la salle de classe, c'est faire prendre la parole pour une petite soutenance, une petite présentation du travail de l'étudiant. Alors, c'est pas plus chronophage que dans la salle de cours. Par contre, c'est un peu plus dégradé parce que le média ne favorise pas terriblement l'interaction. Quand il y en a un qui parle et qui projette son support, les autres écoutent assez sagement, et je vous remercie de le faire depuis un moment en ce qui me concerne. Alors, Covid-19, pour ce que j'ai vécu, très rapidement, je pense que probablement vous-même, le vendredi qui a précédé le confinement, donc c'était autour du 15 mars, on nous a dit à partir de lundi, il n'y a plus de personne qui revient et qui bascule à distance.
Donc, on a eu un week-end plus un peu le lundi et le mardi, puisque le week-end, on a démarré des choses un peu à l'arrache. Et lundi et le mardi, bon, pour se mettre vraiment en ordre de bataille. Beaucoup de collègues ont fait de l'apprentissage sur le tas. Hein, donc, voilà. Alors, on a eu un super service informatique, une super DSI qui nous a vraiment supporté en créant des tutos, en créant des supports en ligne qui sont déposés sur Google, à la fois pour nous, pour les étudiants, pour aider tous ceux qui avaient des difficultés avec Zoom, avec Teams, avec des tas d'outils qu'on était susceptibles d'utiliser. On a navigué à vue. Alors pourquoi on a navigué à vue? D'abord parce qu'on s'est confiné le 17, je crois, de mémoire, et puis on ne savait pas pour combien de temps on partait. Donc ça veut dire quelque part que dans ma pédagogie, je prévois ça jusqu'à quand? Est-ce que je prévois la fin du module complète à distance? Est-ce que je prévois que jusqu'au 15 avril, 11 mai, qui étaient différentes dates hypothétiques données par notre ministère? Voilà, et il s'est avéré que on termine l'année totalement à distance parce qu'il n'y a pas de retour dans les établissements d'enseignement supérieur, il y a juste des retours dans les écoles primaires et secondaires en France. Voilà, donc les consignes ont été très évolutives et on s'est un peu adapté. Alors, on a fait appel à des outils assez divers qui ont supporté des charges en termes de nombre de connexions assez extrêmes. Nous, on avait, parce qu'on est établissement d'enseignement supérieur, donc un contrat de licence Microsoft Éducation, donc on a priorisé Teams au départ. Et sur la première semaine de confinement, Teams s'est effondré en gros en France tous les après-midi entre 14 et 15 heures. Voilà. Donc on avait des ruptures de connexion, on n'arrivait plus à fonctionner, donc les serveurs étaient surchargés. Alors, par la suite, Microsoft, je pense, a fait le nécessaire sur leur back-office. Et c'est pour ça qu'on a assez vite basculé en partie sur Zoom pour essayer d'équilibrer les charges aussi. Zoom qui n'était pas terriblement sécurisé en termes de failles de sécurité. Donc, mais bon, ça crée effectivement une solution de secours et on a mis en place encore une troisième solution qui a permis de répartir un petit peu aussi nos billes dans des paniers différents. Alors, difficulté, c'est que Teams était assez bien intégré avec notre ERP, notre système d'information. Bon, Zoom, ça ne l'était pas. Donc, il a fallu effectivement s'adapter, faire du copier-coller d'adresses pour inviter les gens à des réunions. Donc, voilà, c'est un peu le problème que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quand c'est effectivement en situation de crise, on l'accepte. Si c'est tout le temps, toute l'année, toutes les années, c'est un peu stérile. L'autre point qui est important, c'est de se rendre compte que globalement, c'est plutôt une réussite. Malgré le côté urgentiste de la solution, les collègues ont bien réagi, ont bien tenu le choc, les étudiants ont bien contribué, bien participé et nous sont très reconnaissants d'avoir eu cette réactivité, cette adaptation pour que leur deuxième semestre ne soit pas perdu. Donc voilà, il y a eu une vraie cohésion autour du travail qui a été accompli et ça c'est plutôt bien. Autant je nous félicite collectivement de nos réactions, en sachant que moi j'ai fait ça par rapport à Sigma, plus en parallèle sur 5 établissements, sur 5 écoles de management entre Lyon, Clermont, Saint-Étienne, sur lesquelles j'interviens. Et bon, ça ne va pas être un scoop pour vous, mais j'ai pas eu 2 fois le même outil à utiliser. Donc voilà, j'ai développé mon apprentissage sur des outils assez différents. Alors, une conclusion sur ce slide qui est importante pour moi, le télétravail et la formation à distance, ce n'est pas ce qu'on vient de vivre. Ce qu'on vient de vivre, c'est effectivement réagir au mieux dans une solution de crise. Et on a plutôt bien réagi, encore une fois, mais on doit et on peut sans doute faire bien mieux que ça pour pouvoir mieux fonctionner dans le futur. Alors, j'approche de la fin. Voilà. Donc, on peut fonctionner autrement. La question, c'est puisque notre président a parlé de guerre, donc je ferai une métaphore, c'est comment motiver la volonté de
faire du téléenseignement en temps de paix. Donc là, je crois qu'il y a des discussions au sein de chaque établissement à avoir, hein, parce que, alors, de mon expérience, tous les enseignants ne partent pas au même moment, hein. Tout le monde ne sera pas motivé au même moment et dans la même intensité, ce n'est pas grave. Il y a une forme d'élasticité, c'est-à-dire il y a des groupes pionniers qui vont partir devant et puis des groupes qui vont les suivre et puis petit à petit, tout le monde va y aller, hein. Alors, il ne faut pas y aller à 5% non plus, hein, mais voilà, il faut y aller on va dire avec une certaine disponibilité positive. Et tout le monde ne la ressentira pas au même moment parce que si à la rentrée de septembre, vous avez un gros colloque à préparer, votre préoccupation, ce n'est pas le e-learning, c'est votre gros colloque. Donc voilà, il y a aussi notre vie d'enseignant, elle n'est pas que tournée autour du e-learning. Les autres éléments, c'est l'hétérogénéité des solutions, hein. Donc ça, c'est véritablement la question de la stratégie d'établissement en termes de vision. Donc il faut travailler en termes de vision, de stratégie et de choix d'investissement à mettre en place, hein. Et puis, des nouvelles pratiques professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler peut-être avec un degré de confiance supérieur, hein. Et moi, j'ai réellement apprécié la confiance de toutes les structures dans lesquelles j'interviens qui ne m'ont pas demandé plus de justification que de faire l'appel des étudiants qui venaient en cours, hein, ce qui est assez banal. Voilà, donc c'est des éléments, hein, la confiance envers les étudiants aussi, hein, donc, ne pas partir de l'idée que parce qu'ils ne sont pas physiquement dans une salle, ils ne bossent pas. Voilà, donc, ils ont peut-être un rythme différent de celui du planning, mais ils vont quand même arriver à bosser. L'autre élément, c'est conserver, sauvegarder, entretenir le lien social. Voilà, parce que le confinement a quand même cassé ce lien-là, hein, donc c'est pas ce qu'il faut faire dans un bon protocole de digital learning, donc raisonner en blended, hein, avec une présence physique importante, hein. Alors ensuite, un point qu'on a constaté au fur et à mesure, c'est que la planification horaire des cours hebdomadaires, elle est juste fondamentale. Parce que si vous avez besoin de faire un direct avec des étudiants, il faut juste que ces étudiants soient disponibles à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à planifier des cours sur une grille horaire hebdomadaire comme on le fait dans le cadre de cours physiques. Ça veut dire que soit le prof anime en ligne son cours avec ses étudiants connectés, soit le prof est 100% disponible pendant ce temps-là pour interagir avec ses étudiants qui sont normalement en train de bosser sur ce cours-là. Donc, il faut qu'on se conserve des plages de synchronisation, hein, qui soient communes, sinon il n'y a plus de possibilité de travailler ensemble, hein. Et puis, co-construire aussi entre collègues, hein, savoir ce qu'utilise le collègue, de manière, si le collègue fait 100% de visio en Zoom, machin, etc., si tout le monde fait 100% de visio en Zoom, l'étudiant, il va se prendre X fois 100% de visio en Zoom, quoi. Et imaginez si vous étiez dans la peau de l'étudiant, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, dans quel état vous êtes, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut arriver, en connaissant les pratiques des uns et des autres, à panacher, hein, tout ça. L'expérience du Covid nous a permis d'oser, de force, hein, de tester, de planter parfois, mais aussi d'apprendre, hein, et d'apprendre que c'était possible. Voilà. Et donc, ma conclusion là-dessus, hein, c'est un peu l'opposé de mon titre. Je pense qu'il n'y a pas plus de bonnes pratiques en e-learning que dans la dimension d'une classe physique. Il y a une dimension humaine, il y a une expérience, il y a un degré de pratique. Il y a un feeling aussi, hein, qui doit passer entre l'enseignant et ses apprenants. Il y a une envie de donner envie, hein, qui est fondamentale aussi, mais qui sont finalement les mêmes ingrédients que dans la salle de classe. Alors vient se rajouter la techno, on est d'accord, qui est un peu une couche voilà, qui peut stresser un peu, mais on doit tirer les mêmes cordes, hein, que dans nos pratiques habituelles, parce qu'on est de toute façon dans le même métier, c'est-à-dire d'humain à humain, hein, à faire un transfert de compétences pour aider les autres à grandir et à se développer. Voilà, et donc je m'arrête là pour cette présentation et je vous laisse me poser toutes les questions avec